Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de prendre la parole, même à l'instant quand vous l'avez fait, et de vous asseoir en ayant un sentiment de déception? Levez la main si c'est déjà arrivé. Pour ceux qui sont trop convaincus, on peut aussi lever le pied droit. Alors vous voyez que nous partageons quelque chose que nous avons tous vécu à un moment ou à un autre, le sentiment de prendre la parole et de s'en vouloir après. S'en vouloir parce qu'on n'a pas dit ce qu'on avait prévu dire. S'en vouloir parce qu'on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé. S'en vouloir parce qu'on a un peu trop parlé. On aurait aimé ne pas sortir une certaine phrase qu'on sait qui nous coûtera cher. S'en vouloir parce qu'on a l'impression que maintenant qu'on a ouvert la bouche, les gens ne vont plus nous aimer comme avant. Et j'aime un professeur, il s'appelle le professeur Lumumba, je crois, qui a dit, c'est encore mieux quand vous gardez la bouche fermée et laissez les gens penser que vous êtes fou, plutôt que d'ouvrir la bouche et confirmer que vous en êtes un. Je garde cette phrase soigneusement. Elle s'aligne à côté de celle qui dit que le silence est d'or, c'est la parole qui est d'argent. Une manière de dire que tout ce que vous n'avez pas dit ne peut pas vous être reproché, mais ce qui est déjà sorti ne peut plus être retiré. Si bien que savoir se taire vaut mieux que savoir parler. On est d'accord sur ce point. Mais il arrive un moment dans notre vie où nous n'avons plus le choix de nous taire. C'est le problème. Où nous devons placer un mot. Nous devons dire quelque chose. Nous devons vendre quelque chose. Nous devons nous défendre. Nous devons défendre quelqu'un, une cause, ou même un pays. Un moment où le monde entier est suspendu à vos lèvres. Et on attend de vous que vous sortiez la bonne phrase. Mais quand vous êtes habitué à vous taire, et que vous savez si bien vous taire, vous finissez par dire quelque chose que vous regrettez après. Alors si quelqu'un ici maîtrise le silence, je l'invite à garder le silence, mais à préparer le jour où il devra prendre la parole. Je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Pour nous aider à préparer ce jour où nous n'aurons plus d'autre choix que de parler. L'éloquence ou la rhétorique n'est pas qu'un talent. Ce n'est pas qu'une connaissance ou une compétence à acquérir. C'est avant tout un pouvoir. On ne donne un pouvoir que lorsqu'il y a derrière une mission à accomplir. Lorsqu'on doit réaliser quelque chose. Si bien que, si je considère que nous voulons tous apprendre à bien parler, et que nous croyons que l'éloquence ou la rhétorique est un pouvoir, nous devons nous poser la question de savoir, ce pouvoir, nous le cherchons pour en faire quoi? Est-ce que quelqu'un peut demander à son voisin, la rhétorique, vous la cherchez pour faire quoi avec? À partir du moment où nous croyons que nous pouvons l'être, que nous savons que nous pouvons l'être, très cher, nous devons comprendre que lorsque je prends le micro pour parler devant vous, je dois m'acquitter de 3 devoirs. En réalité, si la rhétorique est un pouvoir, la rhétorique est également une responsabilité. Je prends la parole devant vous en ayant, pendant ce laps de temps, le devoir de vous instruire, le devoir de vous informer, le devoir de vous convaincre sur quelque chose. J'ai également le devoir de vous plaire, d'une manière ou d'une autre, pour arriver à mes fins. Et j'ai enfin le devoir de vous émouvoir. En réalité, les prises de parole qui font regretter l'instant passé sont celles qui ne se sont pas acquittées de ces 3 devoirs. Un orateur qui plaît, un orateur qui émeut et un orateur qui convainc est un orateur qui s'assied en ayant le sentiment d'avoir réussi quelque chose. Qu'est-ce qu'on appelle plaire? Qu'est-ce qu'on appelle émouvoir? Qu'est-ce qu'on appelle convaincre? Je commence avec le verbe plaire. On ne va pas le conjuguer. On va juste le comprendre dans le domaine de l'art oratoire. Il n'y a pas un moyen pour que le public qui est en face de vous soit convaincu si pendant que vous parlez, il s'ennuie. Allô, Mdadia? C'est l'une des phrases élevées que je maîtrise. Et je répète ça partout où je passe. On ne peut pas s'ennuyer pendant que vous parlez et être convaincu à la fin. À moins que vous ayez un peu une poudre quelque part. Hein, vous avez fait...
Et vous avez dit tous ceux qui m'écoutent doivent être convaincus. Là, vous pouvez nous ennuyer et on va être convaincus. Si bien que c'est une obligation pour vous en tant que personne de faire en sorte que pendant votre prise de parole, il y ait de la stratégie pour plaire à votre auditoire, de la stratégie pour séduire votre auditoire. Et vous prenez la parole en étant dans la posture d'un homme qui veut séduire une femme, qui d'abord sait ce qu'il veut, bien qu'il ne le dise pas à la femme. Il passe son temps, il contourne, il offre des cadeaux, il s'habille d'une certaine manière, change son parfum, fait des choses pour que la femme finisse par tomber dans le panneau. Mais jamais dit à la femme, ce que je veux dès le départ, c'est te séduire. Allô? Mais il met sur pied des stratégies pour séduire la femme. Il sait où il veut en venir. Donc ne prenez jamais la parole sans avoir mis sur pied des stratégies pour séduire votre public. Si dans le commerce, on dit que le client est roi, en art oratoire, le public est roi. On prend la parole pour le public, si bien qu'on doit plaire au public. Et cette étude menée, je pense que ce lutrin veut déjà commencer à me frustrer, mais il ne va pas y arriver. Cette étude menée par Albert Mehrabian il y a des années a permis de révolutionner le domaine de la communication. Il l'a appelé la règle des 3 V, le visuel, le vocal et le verbal. Et il soutient que lorsque vous prenez la parole, ou lorsque vous communiquez en général, il y a seulement 7% de votre communication qui est verbale. Et le verbal renferme vos mots, leur définition et leur sens. Il y a par contre 38% de votre communication qui est vocale. Et là, on parle du son de votre voix et de tout ce qui est perçu, tout ce que l'on entend pendant que vous parlez. Et au final, il y a 55% de votre communication qui est visuelle. Tout ce que l'on voit pendant que vous parlez comporte, ou en tout cas, constitue les 55% de votre communication. Et moi, j'ai voulu l'expliquer d'une autre manière avec les icônes en bas. Vous êtes en face de moi en ce moment. Il n'y a que 7% des personnes en face de moi qui m'écoutent à cause de ce que je dis. Il y a 38% de cette foule en face de moi qui m'écoute à cause de ma manière de parler, la voix qui est entendue. 38%. Et il y a 55% de personnes qui m'écoutent à cause de ce qu'ils voient pendant que je parle. C'est bien que si j'étais venu en culotte, on commence déjà à voir le résultat, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas les jambes d'un footballeur, mes jambes sont longues, c'est tout. Et que c'est classe. Ah oui, ah oui. Hein? Que tu es bien bâti. Que je suis bien bâti. Donc là, vous voyez où je vais en venir. J'ai mis le pantalon, on va te demander si je suis bien bâti. Maintenant que je veux mettre une côté, il faut aller muscler tes mollets. Donc les exigences changent. Et on va voir en fait tout ce qu'il faut pour plaire avec ce que l'on voit, pour plaire avec ce que l'on entend. Et moi j'aime une dame, Judith Larrey, elle est togolaise, qui a dit une phrase un jour que j'ai gardée: on ne peut pas refuser d'écouter une personne qui est belle à voir. Vous devez plaire avec ce que l'on voit. Ainsi, voyons donc les choses qui permettent de plaire à son public. Dans un premier temps, votre look. Séduisez votre auditoire, excusez-moi, avec ce que le public voit sur vous. Dans le monde de l'art oratoire, on ne s'habille pas selon ses goûts seulement. On s'habille également selon les goûts du public. Attention. De la même manière qu'on ne va pas ouvrir un restaurant pour servir ses plats favoris, on ouvre un restaurant pour servir les plats favoris des clients. Vous devez séduire des gens, porter ce qui va leur plaire. Ainsi, un orateur ne doit jamais avoir la mentalité de « je m'habille parce que c'est chic, je m'habille parce que c'est propre, je m'habille parce que ça me va ». Non. Je m'habille parce que, je me sens bien dans cet habit, parce que se sentir bien dans sa peau est primordial. 2, parce que je suis sûr qu'avec cette tenue, sans mot dire, je vais convaincre. Et n'oubliez pas que l'orateur est avant tout vu, avant d'être entendu. Et si vous êtes un saint, vous ne jugez pas les gens par leur apparence, mes cousins et moi, nous vous jugeons sur votre apparence. Et cette histoire où j'ai des sœurs, j'ai des frères qui aiment dire, moi je m'habille comme je veux. Si vous aimez, je m'en fous. Vous n'aimez pas. Ah bon? D'accord.
Continue. Jamais je n'ai vu une femme mettre une perruque pour aller se coucher. Donc vous mettez la perruque pour ceux qui sont dehors. Arrêtez de nous faire croire que vous mettez la perruque pour vous-même. C'est pour nous. Hein? Jamais je n'ai vu un homme mettre son meilleur costard avec ses meilleures chaussures pour aller s'asseoir au salon regarder la télé. Vous avez mis cette tenue pour nous. Alors si vous la mettez pour nous, mettez-nous bien. Mettez-nous bien. C'est ma conviction en ce qui concerne le look. Les gens vont également voir votre démarche. Et ici, je ne parle pas de la forme de votre démarche qui est conditionnée par votre physique. Je parle de ce que vous dégagez pendant que vous marchez. Il y a des gens, si on leur demande du fond de la salle de venir devant, ils vont marcher comme si en fait ils vont tomber. Et puis... Et puis quelque part, on a envie de le tenir pour l'aider à avancer. La démarche d'un orateur doit dégager la confiance et l'assurance. Que l'on sente dans votre démarche que vous êtes décidé à accomplir quelque chose, que vous savez ce que vous partez faire et que vous êtes sûr de vous. Tant que votre démarche, votre manière de venir sur scène ne dégage pas cela, vous avez déjà informé votre auditoire sans même prononcer un mot que ce qui va suivre ne va pas vous plaire. Naturellement. L'orateur est en train de parler devant, le public va également voir son regard. Est-ce que je peux avoir un garçon très courageux et une jeune femme très courageuse devant, comme exemple? Surtout ne me dites pas qu'il n'y en a pas. Pardon. Oh. Ils ne sont pas venus. Alors, mais voilà. Madame, venez, venez. On applaudit pour eux, s'il vous plaît. Mais alors, qu'est-ce que vous croyez? Votre nom, s'il vous plaît? Nassang. Alors, monsieur Nassang, madame, votre nom? Priska. Je vais demander à monsieur Nassang, venez ici. Monsieur Nassang va être de mon côté, Priska de l'autre côté. Alors, très cher Priska, regardez. Non, vous pouvez regarder monsieur Nassang. Monsieur Nassang, tournez dos à Priska. Non, tournez dos. Je vais vous demander de séduire Priska sans la regarder. Allô? Faites vos efforts. Complimentez Priska. Mais sans jamais la regarder. Le système a bloqué, n'est-ce pas? Vous voyez la difficulté? C'est ce que nous essayons de faire lorsque nous prenons la parole en public en évitant les regards du public. Nous voulons séduire le public sans jamais le regarder. Et on est là. On parle aux gens et on aime dire, je regarde leurs cheveux, je regarde leur nez. Quand on séduit une femme, on la regarde où? Maintenant, mon cousin veut séduire une femme en regardant son nez. Ça se passe comment? Merci beaucoup, monsieur Nassang. Merci, très cher Priska. Merci à vous. C'est pour dire que le regard de l'auditoire est ce qui lui permet d'être connecté à son public. Le regard de l'orateur est ce qui le connecte à son public et lui permet d'avoir avec celui-ci un lien. D'abord, cela lui permet de comprendre et même d'interpréter le sentiment, l'émotion du public, et permet au public de voir les émotions de sa prise de parole. On doit regarder l'auditoire dans les yeux. Quand vous regardez la même personne trop longtemps, c'est qu'il y a un problème. Une personne, une personne, une personne. Et j'aime dire que lorsqu'un orateur parle, chacune de ses phrases est adressée à quelqu'un. Chacune de ses phrases. Donc si je prononce une phrase en regardant M. Merrill, la prochaine, M. Merrill, j'ai mon disque dur qui commence à avoir des problèmes. Si je prononce votre nom de travers, pardonnez. Ne me jetez pas la pierre. Prenez-moi comme un petit frère. Chacune de mes phrases doit être adressée à quelqu'un. Si bien que je n'aurai jamais le temps de regarder le sol, le plafond ou le mur. J'ai beaucoup trop de personnes devant moi. Le public regarde votre regard. Il regarde votre posture. Il regarde le langage de votre corps. Il regarde si vous êtes heureux en parlant ou pas. Et il regarde si réellement vous vivez votre discours ou si vous le faites juste parce que cela vous est imposé. Dans votre posture, il y a des gens qui parlent en étant appuyés plus sur une jambe que sur une autre. Et puis quand on finit, on fait ça. À un moment donné, on fait ça. Donc si on éteint l'audio et on augmente la vitesse x2, on vous voit faire ça. Vous dansez. Voilà, Arafat, carrément. Donc, vous devez toujours adopter une posture stable sur vos deux jambes. Cela permet à l'auditoire d'oublier vos pieds, de se concentrer sur le haut de votre corps.
Parce qu'il n'y a rien. Le regard d'un homme n'est attiré que par ce qui bouge. Une fois que vous êtes stable, on vous regarde ici. Et quand on vous regarde ici, on apprécie mieux votre discours. Mais cette histoire où on veut tirer les cailloux, hein, on parle et puis cette jambe vient ici, après celle-là va là-bas, et puis on fait ça. Bon, on ne sait pas si c'est en train de faire le ballet ou bien en train de jouer au film de Eddie Murphy ou de Mr. Bean. Le public regarde cela et il juge. Les gestes de vos mains comptent. Votre corps parle avec les mains. Les mains d'un orateur doivent dire ce que dit sa bouche. Parce qu'il arrive que la bouche dise ce que les mains ne disent pas. Si on vous pointe une arme sur votre tête et que la personne qui pointe l'arme est cachée et elle vous demande d'appeler votre collègue, vous direz au collègue viens et avec votre main vous direz retourne. Ça veut dire que je suis en train de t'appeler avec ma bouche parce que je suis contraint de le faire, mais avec ma main je te dis de ne pas faire ce que je te dis parce que c'est un danger. Donc il arrive que la main dise le contraire de la bouche. Il arrive que vos mains disent le contraire de ce que vous dites. Sauf que quand ça devient inconscient, c'est dangereux. Vous parlez, vous ne savez pas ce que votre bouche dit. Faites parler votre corps pour que votre message soit vivant. Soyez heureux en parlant. Les Chinois disent, si vous avez confiance en vous, les autres finiront par vous croire aussi. Et ce n'est que ce que vous ressentez que vous pouvez donner au public. Quand vous êtes heureux en parlant, vous rendez votre public heureux. Et quand vous vivez votre message, le public le voit. Parce qu'un moment de prise de parole est avant tout un moment d'échange et de partage. Partager de la joie et du bonheur. Mais vous ne direz pas, soyez heureux, soyez heureux. Non, faites votre discours, soyez heureux en le faisant, le public le sera également. En ce qui concerne ce que l'on entend pour plaire, le public entend votre voix. J'ai aimé quand Jerry parlait parce qu'il a réellement posé sa voix. Et je priais pour qu'il passe en premier pour que j'utilise sa voix comme un exemple. On a aimé sa voix, non? Hein, quand il disait la confiance en soi, moi j'étais là-bas, je disais, hé Jerry. C'est un voix off de qualité et c'est quelqu'un qui peut vous apprendre à gérer votre voix. Écoutez, si je dis tu es malade, et puis je dis tu es malade, c'est les mêmes mots. Hein? Mais dans un cas, tu te sens souffrant, dans l'autre, tu te sens fou. Donc le ton de la voix, le volume de la voix et la variété vocale définissent le fait qu'on vous entende avec joie ou non. Séduisez avec votre voix. Faites en sorte qu'on soit heureux en vous écoutant. Parce que la radio peut mettre une chanson, on aime, après ça fait on n'aime plus, mais c'est la même radio. Faites en sorte qu'on aime votre voix. Faites en sorte qu'on aime votre diction. Ne prononcez pas des mots que les gens n'arrivent pas à comprendre. En termes de prononciation ou d'articulation, faites en sorte qu'on comprenne ce que vous dites. Si le public se met à tendre l'oreille pour vous comprendre, vous l'avez déjà perdu. Et quand quelqu'un se déconnecte de vous pour manipuler son téléphone, il n'y a plus rien à faire. Vous parlez à vous-même, devant un public. C'est tout. Faites en sorte que les figures de style puissent venir arrondir votre discours. Soyez imagés. Un peu de métaphore par-ci, un peu d'oxymore par-là. Faites en sorte que votre manière, si j'avais beaucoup plus de temps, j'allais mettre des exemples. Malheureusement, le temps imparti étant restreint, je ne fais que lister ces choses. Mais parlez avec des figures de style. Parlez en respirant. Le trac ou la peur de parler en public fait qu'on panique, on palpite et on parle plus vite. Mesdames, messieurs, bonjour, je suis heureux de... Je n'ai pas pu continuer. Je n'ai pas pu. Respirez en parlant. Et que vous le vouliez ou non, le public l'entend. Quand quelqu'un respire, on sent qu'il est à l'aise. Quand il respire, il prononce bien. Quand il respire, il articule bien. C'est bien qu'à chaque fois que quelqu'un se met à mal articuler, on sait que derrière, la respiration commence à faire défaut. Faites en sorte que les fautes de langue et les tics de langage disparaissent. Quand vous marchez sur des mines, poum, 2 phrases, poum, 3 phrases, poum, dans les oreilles de ceux qui écoutent, ça commence à faire problème. Les fautes de langue peuvent emmener une personne à vous détester. C'est pourquoi il est très important de parler dans la langue qu'on maîtrise. Demandez à parler dans la langue que vous maîtrisez. Pour ne pas vous retrouver à dire des choses qui vont vous ridiculiser. Vous n'êtes pas anglophone, ne jouez pas à ce... J'ai rencontré des gens comme ça. Ladies and gentlemen, I am... Et puis frère, tu n'es pas anglophone. Parle en français, on va te traduire. Comment on les appelle? Les tics de langage, c'est tout ce qui est... vous savez, lorsque je suis devant vous maintenant, je me sens très bien. Et quand on compte, il y a plus de que de mots.
Il y a plus de répétitions que de mots. Plus de trébuchements et d'hésitations que de mots. Au final, vous devenez lent. Il n'y a plus de fluidité et on n'aime plus ce qu'on entend. On va aller plus vite avec le prochain point. Lui, par contre, ne me prendra pas beaucoup de temps parce qu'il n'est pas explicité comme l'autre. Cicéron a dit une phrase que j'ai beaucoup appréciée et je la garde également. Lorsque vous finissez votre discours, il faut qu'il y ait au moins un de ces sentiments qui soit partagé par votre auditoire. Parce qu'en réalité, les êtres humains sont plus motivés par les émotions et les sentiments que par leur rationalité. Si vous êtes toujours debout devant votre maison et il y a un voisin qui passe avec sa voiture tous les jours à la même heure et qu'il baisse les vitres, il augmente la musique. Et puis quand il arrive à votre hauteur, il vous salue. Si vous ne faites pas attention, plus tard, vous risquez d'acheter la même voiture et de passer par le même chemin avec la même musique en espérant le voir à votre tour et le saluer. Parce qu'il y a un côté humain qui est plus bougé par les émotions que par ce qui est rationnel. En fait, on sait qu'on doit étudier, mais on a plus envie de dormir. Alors on dort. Les envies, les émotions nous motivent ou nous font agir plus que ce qui est rationnel. C'est bien qu'au final, on pose des actes incohérents. Les gens disent, mais pourquoi tu fais des choses comme ça? Toi-même, tu sais que tu savais que c'était mauvais. Mais si tu as fait, c'est que quelque part, tu avais envie de le faire. Alors, l'orateur doit être dans une posture où il emmène le public à ressentir l'émotion de l'action qu'il veut que le public pose. Si je veux que vous alliez manifester, je vais vous mettre en colère. Parce que quand vous serez en colère, plus besoin de vous demander de sortir manifester. Vous irez par vous-même. Si je veux que vous puissiez laisser quelque chose que nous faisons tous, je vais vous frustrer à ce sujet. Vous emmener à détester, à haïr la chose. Si vous détestez quelque chose, pas besoin de vous demander de laisser la chose. Si vous détestez une personne, pas besoin de vous demander de quitter la personne. Ainsi, je dois tout faire pour vous communiquer une émotion, un sentiment. Et là, je me rappelle de cette belle blague, de cette belle phrase, de l'aveugle qui est assis sur un escalier, chapeau sur son genou, avec une pancarte sur laquelle est écrite « Je suis aveugle, s'il vous plaît, aidez-moi ». Un marketeur passait, il remarque que dans le chapeau, il n'y avait que quelques pièces. Alors il dit au monsieur « Est-ce que je peux toucher votre pancarte ?» L'aveugle dit « Oui ». Il prend la pancarte, il enlève la feuille et il écrit autre chose. Au bout de 5 à 10 minutes, l'aveugle constate que beaucoup plus de personnes déposent de l'argent dans son chapeau. Il ne le voit pas, mais il l'entend. Alors il demande au marketeur, « Monsieur, vous êtes toujours là ?» Le marketeur dit, « Oui, je suis là. Qu'est-ce que vous avez fait à mon tableau ?» Il dit, « Je n'ai rien fait. Je n'ai fait que changer la phrase. Et j'ai écrit, « C'est un très beau jour aujourd'hui. Malheureusement, je ne peux pas le voir. » Tous ceux qui pouvaient voir et qui lisaient cette phrase se sentaient coupables. Parce que nous profitons de ce soleil, nous profitons de cette verdure, nous profitons de ces bâtiments, lui ne peut pas. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'aider? Déposer une pièce. Il n'a pu demander de l'aide et les gens ont donné. Parfois, nous passons notre temps à demander ce qu'il ne faut pas. Le fait que tu me dises, donne-moi de l'argent, peut m'emmener à ne pas t'en donner. Mais quand tu me donnes le sentiment qu'il faut pour te donner, je donnerai au-delà de ce que tu me demandes. Alors faites en sorte que le public ressente quelque chose. Le point suivant, c'est le dernier, c'est convaincre. Je disais que 7% de votre communication est verbale. Ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est les 7% les plus importants. Ce sont les 7% les plus importants. Parce qu'au final, lorsqu'on met une musique, les musiques dansantes emportent plus qu'une musique qui a de belles paroles. Mais quand vous avez fini de danser, de transpirer, et que vous vous asseyez, vous êtes fatigué, vous n'en gardez rien. Mais quand vous écoutez une belle musique, qui a de belles paroles, vous en gardez même des citations. J'entends des gens citer Youssoufa, des gens citer Kerry James. Pourquoi? Parce que dans leurs chansons, ils s'assurent de mettre des paroles que chacun peut garder. Mais je serais heureux d'entendre quelqu'un citer DJ Arafat. Vous pouvez le citer. Mais lorsqu'il met de la musique dansante, nous aimons. Et cela va vous choquer. DJ Arafat avait plus d'audience que Youssoufa. C'était le chanteur francophone le plus suivi. Pourquoi?
côté visuel, côté vocal, on aimait. Il avait les 93% que tout le monde aime. Si bien que la foule le suivait. Ceux qui ont les 7% et qui manquent l'une des choses qu'il avait, les gens les gardent en mémoire, mais pas beaucoup de gens. C'est pourquoi il faut faire en sorte qu'à votre message, à votre contenu, vous ajoutez ce qui est bien vu, ce qui est aimé en vue, ce qui est aimé au sang, pour que votre message soit beaucoup plus puissant. Mais convaincre est un devoir, parce qu'en réalité, vous parlez pour un objectif. Vous ne parlez pas pour qu'on vous aime. Vous ne parlez pas pour qu'on aime vous entendre. Vous parlez pour un objectif précis. Pour certains, c'est vendre quelque chose. Pour d'autres, c'est décrocher un contrat, un travail. Si on aime vous entendre, et qu'à la fin, on vous dit félicitations, tu parles bien, on ne te recrute pas, tu auras la même frustration. Combien de personnes ont pris la parole devant un public pour vendre un produit, tout le monde a applaudi et personne n'a acheté? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Combien sont allés aux élections? Désolé à ceux qui ont fait élection, même élection de délégués de classe, pour me dédouaner. C'est toute une foule qui les suit derrière, mais le jour des votes, personne n'a mis le bulletin dans l'urne. Parce que les gens ont aimé comment vous parlez. Ils ont aimé votre manière de dire ce que vous disiez. Mais ils n'ont rien gardé. Il n'y avait rien dans votre discours. Il était beau à entendre, mais il était creux. C'est pourquoi vous devez vous assurer que ces 7% convaincre soit important. Vous devez avoir des faits. Vous devez avoir du contenu. Vous devez avoir des références. Et là, si je peux avoir la diapositive suivante, vous verrez qu'en réalité, il n'y a pas de discours sans message. Je dois savoir dès le départ le message que je vais vous transmettre. Qu'est-ce que je veux que vous gardiez en une phrase quand j'aurai fini de parler? Si je ne le sais pas, je parle pour rien. Je vais plaire à mon public pour rien. C'est comme séduire une femme pour ne pas sortir avec elle. Vous gaspillez des ressources et du temps. On doit vous fouetter. Tout ce que vous faites, vous plaisez à l'auditoire. Pourquoi? Vous parlez bien. Pourquoi? Parce que j'ai un message à transmettre. Il faut donc avoir ce message qui doit être clair et qui doit être précis. Alors chacun retient le message, après passe à l'action. Le public ne passera à l'action que selon le message qu'il a reçu. Et si ce message est ambigu, il fera le contraire de ce que vous espérez. Il faut que dans votre discours, vous soyez vous-même convaincu de ce message pour pouvoir convaincre. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Même Miss Monde ne donne que la beauté qu'elle détient. Vous n'êtes pas convaincu, comment nous serons convaincus? Il faut que dans votre discours, il y ait une bonne argumentation. Si je soutiens une position, il faut que je vous l'explique. Quand je dis qu'il faut plaire, il faut convaincre et émouvoir, je prends tout le temps d'amener les preuves ou d'amener ce que j'appelle être mes arguments. Pourquoi faut-il convaincre? Pourquoi faut-il plaire? Il faut que votre discours réponde à ces questions. C'est pour cela que votre argument doit être justifié. Votre argument doit être illustré. Les exemples, les citations, les références, tout cela sert à convaincre. Il faut donc éviter des discours sans référence, des définitions sans référence, des chiffres sans source. Et c'est à ce moment que l'on découvre le concept de la fiabilité et de la pertinence. N'est fiable que ce que le public peut vérifier, pas ce qui est vrai. Tout ce que vous ne pouvez pas aller vérifier après cette formation n'est pas fiable, même si c'est vrai. Ainsi, je ne vais vous dire que ce que vous pouvez aller vérifier. Et n'est pertinent que ce qui permet à l'auditoire d'apprendre quelque chose, d'avancer d'un pas ou de solutionner un problème. Si bien qu'au final, même si c'est vrai, même si c'est bien, si ça ne vous concerne pas, ce n'est pas pertinent. Si ça ne vous aide pas, ce n'est pas pertinent. Si ça ne vous apprend rien, ce n'est pas pertinent. Je dois prendre le temps de regarder tout cela. Privilégier les informations qui sont fiables et pertinentes. Je termine avec ce que Wiz a commencé. Et j'ai aimé le fait que son module passe en premier, pour que cette phrase ait du sens. Vous ne pouvez pas être un bon orateur si vous ne vous connaissez pas. C'est pour cela que le travail que je vous invite à faire, Wiz vous a invité à le faire, c'est d'aller à la découverte de soi-même. Ma dernière phrase consiste à dire que le plus beau et le plus grand des voyages est celui qui consiste à aller à la découverte de soi-même. Je vous remercie.